Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Comme tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, un numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bien sûr, ceux qui veulent supporter par OM, c'est-à-dire que Orange Money, le numéro le WhatsApp là c'est aussi le OM. Donc ceux qui veulent encourager, vous êtes bienvenus. Et ceux qui veulent encourager sur MTN, non je n'ai pas mon MTN, désolé. Donc on va commencer avec la première histoire. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Il y a beaucoup plus de messages, beaucoup plus d'abonnés. On a déjà 40 000 abonnés sur YouTube, 150 000 abonnés sur Facebook, 190 000 sur TikTok. Ça fait une grosse communauté, presque 400 000 abonnés. Hein? Donc, merci pour la force que vous donnez au mouvement. Surtout, continuez. On fait ça pour sensibiliser. À la base, ça n'a pas été pour générer des fonds. Vous savez, depuis le début, on le fait. On n'a pas de sponsoring. Dès qu'on se sponsorise nous-mêmes, on fait l'effort d'acheter tout ce qu'on a aujourd'hui par nous-mêmes. On va pas le chantage aujourd'hui. Après, quelqu'un vient te donner son argent pour te dire maintenant que bon, maintenant poste mon histoire parce que c'est moi qui sponsorise. Hein? Et si tu vois, c'est un peu ça qu'on évite. Ou alors, ne parle plus de ça parce que c'est moi qui te sponsorise. Déjà, c'est nous qui avons payé ton matériel. Donc, ça, on évite. Et c'est pourquoi c'est la famille, c'est DMG TV, c'est vous, c'est nous qui mettons tout en place. Comme ça, on n'aura pas de chantage externe. Hein? Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la première histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Surtout, dites-nous de vous regarder la vidéo en commentaire. Si vous avez des suggestions, faites-le sur le numéro WhatsApp là, c'est-à-dire qu'en venant en privé, parce que c'est pas tout qu'on dit en public, bien sûr. Si moi je suis quelqu'un de très simple, mais il y a des trucs, tu veux me parler bizarrement dans les commentaires là, ça va aussi me choquer. Tout le monde a sa limite, hein. Qui peut supporter, c'est qu'à sa limite. Et je ne suis pas prof de français. Ça veut dire que je peux faire même des erreurs pendant que je parle là. Il y a une manière de me faire. C'est-à-dire que je peux dire quelque chose et ce n'est pas clair, ça ne passe pas. Tu me dis voilà, DMG, on dit plutôt comme ça, j'apprécie. Mais il y a aussi la manière, il ne faut pas abuser. Donc merci beaucoup, on commence, première histoire. Bonjour DMG, meilleure et respectueuse salutations à vous. Alors tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour tout le travail impressionnant que vous faites. Ouais. Tout ce travail de sensibilisation à travers ces histoires qui se racontent sur votre page, c'est formidable. Parce que le plus important, c'est en fait la leçon que nous en tirons à la fin. Ça nous met en alerte, ça nous sensibilise et ça nous permet en fait d'être en éveil et de connaître en fait, de savoir qu'il se passe en fait des choses dans ce monde. Donc vraiment chapeau, félicitations et merci aussi à tous ceux-là qui s'expriment, à tous ceux-là qui partagent leur vécu, qui partagent voilà, toutes ces histoires. Merci à tous. Alors ce soir, moi je suis du Congo-Brazzaville et je vais vous conter une histoire qui m'a été... c'est ma maman qui me l'avait racontée. Ça s'est déroulé à Brazzaville autour des années 1978-1979. Alors, ma maman avait une voisine au quartier Makelekele, un quartier qu'on appelle quartier chic, Makelekele. Donc, c'est l'arrondissement 1 de Brazzaville, en passant. Et donc, maman avait une voisine qui s'appelait Marie. Et Marie, elle était là, elle vivait dans la maison familiale avec sa maman notamment. Et elle avait un amant au nom de Joseph, un bon coureur de jupons, aux paroles mielleuses. Voilà. Mais c'était le genre de gars qui apparaissait, qui disparaissait, qui réapparaissait dans sa vie. Vous voyez un peu, genre, vous sortez avec un gars, et puis voilà, il est là, il manifeste sa présence, après un moment, il disparaît, le jour, il réapparaît, il vous raconte des histoires, et puis voilà. Et Marie, bon, elle prenait son homme comme tel,
Et vous savez, autour de ces années-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone portable. Et on ne retrouvait pas les téléphones fixes, en réalité, dans toutes les maisons. Alors, ce qui s'est passé, Joseph jouait sa vie, voilà, donc il venait baratiner Marie, il était ensemble avec lui, après il pouvait disparaître 2 mois, 3 mois, il réapparaissait, ainsi de suite. Entre-temps, ce qui s'est passé, Marie était décédée, donc Marie est morte, on a organisé ses obsèques, on l'a enterrée. Alors vous savez, au Congo c'est un peu différent. Au Congo-Brazzaville, c'est un peu différent du Cameroun, que je maîtrise bien. Au Cameroun, comme vous le savez, à 80%, je dirais, on enterre les gens chez eux, c'est-à-dire au village. Et même quand on est au village, on enterre généralement, dans la plupart des cas, chez soi. Contrairement au Congo-Brazzaville, où on enterre en fait au cimetière, c'est-à-dire même si on t'enterre au village, mais ça ne sera pas dans ta parcelle, ça ne sera pas chez toi, ça sera au cimetière. Donc, au Congo, donc, il y a cette politique-là, c'est en fait les cimetières publics, voilà, qui dominent dans la plupart des cas à 90%. Donc, que tu meurs à Brazzaville, pas question de t'emmener au village, exceptionnellement oui, mais très souvent, on va t'enterrer à Brazzaville. Tu meurs à Pointe-Noire, on va t'enterrer à Pointe-Noire au cimetière, etc. Donc, Marie est décédée. Et donc, à Brazzaville, à l'époque, on enterrait au cimetière de Mukundingwaka. Donc, Mukundingwaka, c'est un quartier de Brazzaville qui est dans Makelekele. Donc, c'est là-bas, c'était le cimetière public de l'époque. Et donc, on enterrait à Mukundingwaka, sauf que Joseph n'était pas au courant. Comme il avait l'habitude voilà, de disparaître, il pouvait disparaître pendant 2 mois et réapparaître. Et donc, entre-temps, sa dulcinée était décédée. Voilà donc qu'est-ce qui se passe. Un jour, voilà, il se pointe, il se dit, ah tiens, laisse-moi aller rendre visite à ma dulcinée. Donc, il s'emmène, il arrive. Et arrivé chez Marie, il trouve Marie devant sa véranda, assise. Elle prenait un peu de l'air, il était autour, il devait faire 17h30, 18h. Donc, il commençait quand même à faire légèrement nuit. Donc, il trouve Marie là. Oh, ma chérie, comment tu vas, Marie? Il dit, ah ouais, c'est ça. Donc, toi, voilà, tu veux pas changer, tu apparais, tu disparais comme tu veux. Est-ce que tu trouves ça normal et tout? Et Joseph lui dit, non, t'inquiète, ma chérie, t'inquiète. Hein, tu sais, je t'aime, j'étais en déplacement et tout. Donc, il a encore commencé son baratin. Il dit donc à Marie, mais attends, fais-moi entrer, hein? Moi je veux prendre un petit, voilà, je vais passer un peu du temps avec toi. Marie lui dit, non, désolé, parce que j'ai de la visite, il y a la famille qui va arriver, donc voilà, je préfère que tu reviennes demain. Il dit, ah, d'accord, je serai là. Marie lui dit, je ne suis même pas sûre que tu reviendras. Il dit, non, non, je serai là. Marie dit, bon, d'accord, je veux en être sûre. Alors ce qu'on fait, tu me passes ta veste, ton costume. Comme ça, au moins, ça va te motiver à revenir demain. Le gars dit, bon, tiens, il n'y a pas de problème, je vais rentrer son costume chez moi, juste pour te prouver que demain, je serai là. Donc, voilà comment il prend le costume, il remet à Marie. Donc, ils se disent à demain, ils s'embrassent, et puis le gars s'en va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le gars se pointe, il arrive. Chez Marie, curieusement, quand il arrive, il constate que l'aspect, en fait, est bizarre. Il constate devant la véranda, c'est sale, genre on n'a pas nettoyé depuis un bon bout de temps, il y a de la poussière un peu partout. Il y a même des toiles d'araignée, c'est pas habité. Il dit, mais attends, hier, ça n'avait pas cet aspect, qu'est-ce qui se passe? Alors, il appelle, il essaie de cogner, il essaie de frapper à la porte, il n'y avait personne, et ça l'intrigue, en fait. Puis là, genre, maison abandonnée, on n'a pas ouvert depuis et tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va derrière la concession parce que Marie, en fait, c'était le genre de maison. Il y avait en fait un studio juste qui donnait à la ruelle, à la rue. Et donc, ça, c'était le studio qu'occupait Marie. Et les parents étaient un peu derrière, sa maman, en fait. Donc, il fait le tour. Il entre dans la concession. Il voit la maman de Marie. Bonjour, maman, je vais voir Marie.
Sa maman subitement se met à pleurer. Donc pour la maman, c'était comme, en fait, on venait remuer parce que la douleur était encore là. Et pour l'histoire, Marie était en fait l'unique enfant de cette femme-là. Donc c'est comme si on venait remuer le couteau dans la plaie. Alors, elle s'est mise à crier, elle s'est mise à pleurer, et le monsieur était là hébété, il ne comprenait pas. Il s'est dit, ben tiens, comme Marie est souvent insolente, peut-être qu'elle a dû insulter sa maman, et puis voilà. Et les voisins sont donc arrivés. Les voisins ont accouru pour venir voir en fait ce qui se passait. Les voisins se sont dit, en fait, tiens, c'est de la famille, un peu lointaine, un peu éloignée. Vous savez, à cette époque-là, comme je disais tantôt, il n'y avait pas de téléphone. Donc, généralement, on faisait les faire-part d'essais se faisaient par des communiqués. Donc, les parents mettaient la radio. Et une fois que tu ratais le communiqué, en fait, tu n'avais pas, soit c'était par télégramme, par, oui, le communiqué. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et puis aussi, chez nous, à l'époque, il y avait, tu vois, les maris, c'était le genre, leur village était frontalier avec la Centrafrique. Et donc, eux, pour arriver à la capitale, ils prenaient 2 semaines environ en route. Donc, du coup, les gens se sont dit, ah voilà, donc c'est la famille lointaine qui arrive, ils n'étaient pas là pendant les obsèques, c'est maintenant qu'ils arrivent, donc les voisins et tout, y compris ma maman, tous viennent donc autour de, en fait, chez les maris. Quand ils arrivent, ils regardent le monsieur, on salue le monsieur qui est là, il dit, ben moi je ne comprends pas, moi je viens demander qu'est-ce qui se passe, je viens demander, je sors avec Marie, je l'ai vue hier, et là, j'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui, et je viens, je demande à sa maman se met à pleurer, les gens disent, mais attends, tu parles de quoi? Tu parles de qu'on a commencé à menacer le monsieur. Tu es un menteur. Marie est décédée, ça fait 2 mois. Le monsieur qui dit, c'est vous les menteurs. Donc, la bagarre a commencé. Le monsieur dit, mais attendez, vous me prenez pour un fou, hein? Voyez là, j'ai pas de costume parce que j'ai laissé mon costume hier. J'ai laissé ma veste. Hein? J'ai laissé ma veste à Marie et tout. Je l'ai vu de mes propres yeux. Permettez la répétition. J'ai la tautologie. J'ai vu Marie de mes propres yeux. C'est pas normal. Hein? Tant que j'ai pas vu, bon, si c'est vrai que Marie est décédée et que c'est son fantôme que j'ai vu hier, alors on doit aller voir, on doit se rendre sur la tombe de Marie. Donc il y avait la gendarmerie à côté, donc on a fait appel aux gendarmes, je pense 2 gendarmes sont arrivés. Comme les cimetières de Mukuniwaka, c'est dans Makelekele en fait, donc c'était pas très loin, ils ont pris des taxis et tout, et autres. Donc quand ils arrivent, et les cimetières sont bien organisés. Quand vous arrivez, donc c'est, voilà, donc c'est vous avez l'année, vous avez le mois, etc. Donc l'année, ils ont juste suivi l'année, puisque c'était la même année. Et donc ils n'ont pas mis du temps, hein, facilement, ils ont retrouvé la tombe de Marie, et quand ils arrivent sur la tombe, voilà, ici repose Marie, blablabla, blablabla, décédée le. C'était plaqué là, et sur la croix, la veste du monsieur. Alors, quand il a vu, ben, courageux qu'il était, il a repris sa veste, il est parti. Donc, voilà, c'était un peu ça l'histoire. Maintenant, la moralité, la leçon, en fait, c'était Marie, en fait, hein, ce qu'on peut comprendre de cette histoire-là. Il a juste voulu que ce monsieur-là, tu vois, et elle n'était jamais contente de son comportement. Tu vois, comment tu peux vivre avec quelqu'un et tu ne donnes pas de tes nouvelles, tu disparais, tu réapparais dans sa vie. Et donc, c'était en fait une leçon pour dire, prenons toujours, lorsque nous sommes attachés à quelqu'un, soyons vraiment attachés. Vous voyez, de telle sorte que, voilà, qu'on soit toujours au courant. Qu'on soit toujours au courant. Donc, c'est aussi une leçon qu'on peut tirer. Hein, qu'on peut tirer. C'est, pour moi, c'est une leçon. Elle n'avait pas voulu faire du mal à ce monsieur, mais lui faire comprendre, en fait, voilà, tu es en train de payer de ton comportement. Voilà, tu m'as perdu pour toujours et tu n'étais même pas au courant. Et voilà. Donc, c'était un peu ça, la scène. Et voilà. Merci beaucoup et je reviendrai de temps en temps pour vous raconter d'autres histoires. J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. C'est juste le temps qui me manque souvent. Alors, je vous fais des gros coucou. Hein, et c'est depuis Addis Abeba, en Éthiopie, ma ville de résidence. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est gentil de faire confiance à DMD TV. Je suis content. Tout ce que vous dites toujours dans vos messages, là, vos remerciements, ça me touche. C'est pas que j'ignore, ça me touche. Je suis conscient que vous m'encouragez. Ça me donne beaucoup de force. Même vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me donne beaucoup de force. Et c'est une rare page où on a moins de commentaires négatifs que de commentaires positifs. Ça veut dire que ce qu'on fait est bon. C'est vrai, il y aura toujours de commentaires négatifs parce que
Tu ne peux pas être bon à 100%. Et en plus, si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a un problème. Si tout le monde ne t'aime pas, il y a toujours un problème. Donc ça doit aussi être là, mais il faut se battre pour avoir le plus de commentaires positifs, plus de réactions positives. Ça veut dire que quelque part, tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que même si 10% ne sont pas d'accord, dès le moment où il y a 90% qui sont pour, on va continuer. Hein? Merci beaucoup pour la force. On passe à la deuxième histoire. Bonjour à tous. Je viens par cette occasion vous raconter mon histoire, c'est-à-dire une histoire de mauvaise rencontre qui m'est arrivée quand j'étais très jeune, sachant que je vivais chez ma tante, donc c'était pas trop rose. Bref, j'étais au collège, j'ai rencontré un garçon. Ce garçon-là, tout le collège kiffait le mec. Donc même les filles, même en fait à l'époque on était en 5e, c'est au Congo, même ceux qui étaient en 3e, figurez-vous, même en 3e on kiffait le gars. Le gars, il était pas intelligent, franchement je sais même pas qu'est-ce qu'on trouvait sur le gars, en dehors qu'il était métis, bon, disons carteron parce que c'était un peu genre 3e génération de métis et tout, bref. Mais le gars, le premier jour que je l'ai rencontré, il m'a appelé, il m'a dit toi, mais avec autorité, je ne sais pas comment vous dire, pourtant je suis quelqu'un de très réticent, mais ce jour-là, il me dit toi, viens ici. Et moi, c'est comme si j'étais téléguidée, je viens, il commence à me parler, il me fait la cour, et moi je réponds tout de suite, oui, comme ça, sans comment, franchement, sincèrement, jusqu'à ce jour, je ne sais même pas comment j'avais fait pour accepter. Mais et à partir de là, je vous jure, je me suis mis quasiment tout le collège à dos. Toutes les filles me prenaient la tête. Je me suis séparée avec pas mal de copines du fait que je sortais avec le mec. On est resté, je pense, 3 ans ensemble. À la 3e année, ce qui m'est arrivé, un jour, j'ai fait un rêve. Parce que chez nous, au Congo, on a un fleuve, en fait, le fleuve Congo qui sépare les deux pays. Je vous jure, dans ce rêve-là, on dirait que c'était une réalité. On est rentré dans une pirogue. On a été, moi et le gars, jusqu'aux chutes. On arrive aux chutes, c'est comme si on est rentré dans l'eau. On est sorti et c'était un autre monde. Il y avait du monde. Et c'est lui qui est sorti de la pirogue en premier. Il me dit... viens, suis-moi. Et moi, je suis... En fait, c'est comme si j'étais téléguidée. Je suis le gars. Et on y va, on y va, on y va. On arrive à un endroit. Vous voyez un arbre. Et l'arbre était en forme de fauteuil. Et à côté, il y avait l'eau. Et il y avait une dame. Je vous dis, de toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi belle. Mais j'ai pas regardé 2 fois, mais une seule fois. Les yeux dedans, on dirait elle avait des perles, des bijoux, des cheveux, mais d'une noirceur. Je ne sais pas comment je peux qualifier cette noirceur-là. Mais une noirceur, mais très profonde, en même temps propre, en même temps ça brillait. Et lui, il vient, il me présente, il dit à la dame, je viens vous présenter ma femme. Et moi, j'étais là. J'ai regardé la dame une fois, après j'ai baissé les yeux parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la dame plusieurs fois. On a tous baissé les yeux, on dirait on s'est incliné en fait. Et de là, je vous jure, ma vie allait. On a, dans le même rêve, pardon, on a repris le chemin. Quand il m'a présenté, on a repris le même chemin donc de retour. Donc on a fait un aller-retour. Jusqu'on est revenu sur terre, on est revenu au Congo au niveau de la corniche et tout normal. Et dans la vraie vie, je vous jure, j'étais une calamité dans le sens où rien n'allait. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. À l'école, j'étais devenue, mais... Ouf, excusez-moi, je suis devenue tellement stupide. Je vais à l'école, même avec toutes les volontés du monde. J'avais même un répétiteur. La leçon rentre dans une oreille gauche, ça sort à la droite. Je ne comprenais plus rien. J'avais Dieu que pour ce mec-là. Et puis un jour, on avait une dame, j'ai dit, ah, comme on commençait un peu à parler et tout, à l'époque, j'ai dit, ah tata, moi j'ai fait un rêve. J'explique à la dame, elle me dit, hé, il est parti te vendre ce mec. Il a pris quelque chose en toi.
Et à partir de là, je vous jure, 2 fois j'étais dans ma chambre, dans le lit, je me retrouvais dans les endroits, mon esprit commençait à errer de gauche à droite, mais c'était un truc de fou. Et par là, il y a une copine à l'école, j'avais changé d'école entre-temps. Une copine m'a dit non, il y a une dame, et elle fait des prières et tout, allons chez la dame. Je vous jure, je vais chez la dame, dès qu'elle me voit, elle commence à me détailler ma vie. Tu as beaucoup de chance, mais il y a un homme qui a pris tes chances, machin, machin. Et elle a tout raconté de ma vie, même le nom de ma mère qui n'habitait même pas au Congo à l'époque. Elle a tout dit de moi. J'étais choquée, elle a dit il faut énormément prier. Mais Dieu m'a fait grâce depuis. À partir du moment où j'ai été chez la dame, j'ai commencé à détester le mec. Je l'ai détesté. Donc quand il venait me voir, mais je l'ignorais, mais à un point, mais moi-même j'étais choquée. Et c'était fini comme ça. Franchement, il a failli me pourrir la vie. Heureusement, bon, je peux dire heureusement ou malheureusement, entre-temps, avant même que je change d'école, j'étais même tombée enceinte du mec. Ça avait fait des problèmes. Mais d'une simplicité, je vous jure, je suis dans une famille, les gens vont me reconnaître ma voix, je sais. Mais quand on entend qu'une fille de chez nous est enceinte, on fait tout un problème. Mais moi, j'étais enceinte. On m'a fait asseoir, on m'a dit, tu veux garder, oui ou non? Avec une simplicité, mais moi-même, j'étais choquée. J'ai dit non. Du coup, j'ai avorté. Je veux dire, heureusement même que j'ai avorté, j'avais plus de lien avec ce mec-là. Mais il m'a tout remonté, mais dans les rêves, je ne vous dis pas. C'est pour ça, pour celles qui ont des filles ou des garçons adolescents, conseillez vos enfants, éveillez la conscience de vos enfants. C'est très important. Moi, j'avais personne, mais j'ai eu la grâce de rencontrer cette dame-là qui m'a aidée, une autre ménagère. Et ma copine aussi, grâce à elle, j'ai été voir la dame qui priait et tout. Mais je me demande si je n'avais pas rencontré des gens là, ce que je serais devenue aujourd'hui. J'ai aucune idée. Vraiment, cette page-là nous aide énormément grâce au témoignage des gens qui osent en parler des choses que nous avons vécues. Et un grand merci à DMG, que Dieu vous protège. Vraiment, nous t'aimons énormément. Merci encore de ton courage de nous avoir réunis autour de cette plateforme. Et meilleurs vœux à tous. Merci. Bye. Merci pour la force. Merci pour la force. Et en commentaire, je pose une question comme ça, peut-être qu'il n'a rien à voir avec l'histoire. Dis-moi, si tu as une proposition aujourd'hui d'être milliardaire et de perdre ta progéniture, je vais dire ça comme ça pour les hommes, imagine tu ne peux pas avoir des enfants, tu ne peux pas avoir d'enfants, imagine pour la femme tu ne peux pas concevoir. Est-ce que tu serais d'accord d'avoir les milliards, la richesse, tout de ce monde? Dis-moi ça en commentaire, je vais lire et on va voir ceux qui seront prêts. Parce que quelque part, même ceux qui nous suivent là, il y en a qui sont prêts à tout. Hein? Je dis ça parce qu'il y a plusieurs qui viennent souvent dans mon inbox là. DMG, pardon, tu connais un marabout sûr qui peut me rendre riche. Même si je vis 5 ans, au moins je vais vivre les 5 ans là comme un lion. Il y en a et je m'en passe ça. Je peux jurer sur tout ce que j'aime. Je ne veux pas jurer. Faites-moi confiance. Les gens arrivent dans mon inbox. Plusieurs. Pour ceux qui sont, pour ceux avec qui je cause même inbox sur mes statuts. WhatsApp, il y en a qui ont confirmé. D'autres me disent carrément, gars, l'histoire de la fille qui partait à l'est là se fait laver là. Pardon, je veux faire le bain simple. Moi j'ai envie de faire le bain ceci, je vais faire le bain. Ils sont nombreux comme ça là. Donc je pose parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le gros cœur. Dans tous les cas, on passe à la troisième histoire. Allô, bonjour. DMG TV. Bonjour à la communauté. Alors, je voudrais raconter une histoire, un fait. C'est passé quand j'étais très jeune, dans les années 90. J'ai ma meilleure amie qui avait sa grande sœur, sa cousine, qui était une personne physiquement très très belle. Ah ouais, très très belle. Nous étant enfants, c'était elle, on voulait lui ressembler quoi. Tellement elle était belle. Quand elle passait, les hommes se retournaient, même les femmes se retournaient pour la regarder. Tellement elle était belle. Elle avait un physique attrayant.
Donc c'était une fille qui avait beaucoup de conquêtes. Beaucoup de conquêtes. Là, oh là là. L'homme qui venait lundi, c'était pas le même homme qui venait mardi. Pas pareil, c'était pas le même homme qui venait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y en avait pas tellement fixe, il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs. Donc un jour, elle revient de la capitale. Elle revient de la capitale. On était à l'intérieur, dans une ville à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et cette ville-là, quand elle revenait d'Abidjan, il y a une ville qui est une ville carrefour. On appelle ça comme ça, la ville carrefour. Où les cars, ils stationnent et on fait le plein et d'autres passagers descendent, d'autres certains descendent, d'autres montent. Donc là, elle fait la rencontre d'un jeune. Un jeune qu'elle nous a décrit qu'il était très beau parce que quand elle est revenue, elle s'est lui qui nous racontait. Il était très très beau. Oh là là, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait rencontrer quelqu'un comme ça. Elle disait, quelqu'un comme ça existe et puis moi je suis dans ce village avec les vieux machins. Nous, on voyait les personnes qui venaient la voir, c'était pas des vieux, c'était des jeunes, des messieurs responsables dans la ville où on était, des gens qui avaient des postes ou même dans des villes voisines qui venaient la voir. Et donc c'est ainsi qu'elle s'est liée d'amitié avec ce dernier. Et puis ils ont... Le jeune homme lui a dit qu'il était muté dans la ville. Il venait d'être muté dans la ville. Et que il était venu voir le poste qu'il allait occuper. Et donc quand elle est revenue, elle nous a raconté tout ça, qu'il était beau et tout. Après, il a réinvité, elle est partie. Et donc les deux ont commencé à vivre une histoire d'amour ensemble. Jusqu'à ce qu'elle nous annonce un jour qu'elle est enceinte. Et après, comme il lui a dit qu'il était nouveau dans la ville, il y a certaines choses qui se passaient, que j'expliquerai un peu plus tard, qu'elle ne faisait pas le rapprochement. Donc, ils ont eu un gamin. Elle est tombée enceinte, elle est venue accoucher dans la ville où nous on était. L'enfant est né, l'enfant était... les enfants qu'on appelle... Oh là là, c'est méchant. Je ne veux pas dire ce nom là, mais c'est comme ça que je vais le dire pour que vous compreniez. On appelle mongol les enfants. L'enfant il est là, il est comme un... Oh là là. Bon, bref. Elle a accouché d'un enfant qui n'était pas normal. L'enfant, on les appelle les enfants esprits là. Je sais pas si on appelle mongol ou pas. En Côte d'Ivoire, les gens disent ça comme ça, mais c'est péjoratif un peu. Donc elle accouche d'un enfant comme ça, l'enfant se tient pas debout, l'enfant s'est couché, l'enfant il est recroquevillé sur lui, c'est un enfant esprit. Et donc cet enfant-là, il est là, il grandit, et puis elle a son beau-père qui dit que cet enfant n'est pas un enfant normal. Et donc quand elle est venue accoucher, le monsieur l'a pas rappelé. Son copain qui lui a fait l'enfant ne l'a pas rappelé. En un moment, le monsieur n'appelle plus jamais. Donc, elle retourne dans la ville où ils étaient. Le monsieur a disparu. Donc, comme il lui avait dit qu'il habitait Cocody, à Abidjan, il habitait Cocody, il a dit un peu là où il a grandi et tout. Et donc, ils ont fait des photos. Elle va chercher son copain là-bas. Quand elle arrive, elle parle de lui. Les gens se regardent. Ah bon? D'accord. Et puis elle montre la photo. Ah bah tiens, les gens se disent, celui-là, tu es sûr? Oui, oui. À quel moment? Elle donne la date à laquelle elle était, qu'ils se sont rencontrés la première fois. Elle donne, elle dit, on s'est rencontrés la première fois, c'était à telle date, et je revenais d'Abidjan, lui, il allait dans telle ville. Et puis ils ont appelé la famille du jeune. Le jeune, quand la famille du jeune est venue, ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pleurer? Ils disent, en fait, à cette date-là, ce week-end-là, on venait de l'enterrer dans le village, dans un petit village de la ville où vous vous êtes rencontrés. C'est que le jour où on a enterré le jeune, là, c'est le jour-là qu'elle est revenue de la capitale, qu'elle a rencontré le jeune. Donc, en fait, elle s'est mise en couple avec un gars qui était mort, en fait. Et donc, quand ça s'est passé comme ça, cette histoire est restée secrète. Mais comme j'ai ma copine, ma meilleure amie qui était sa cousine, qui habitait avec eux, c'est elle qui me l'a raconté.
Bah, et moi, comme je suis allée le raconter aussi à ma famille, donc forcément, l'histoire s'est ébruitée, tout le monde l'a su, quoi. Bah, tout le monde l'a su, je pense, parce que si je l'ai dit, forcément, j'ai ma soeur ou quelqu'un de ma famille qui a dû le dire à une autre personne et c'est voilà. Ceux qui veulent savoir l'ont su. Et puis quand elle est revenue, ils ont fait des sacrifices et tout. Elle était d'une famille musulmane, ils ont fait des sacrifices et tout. Quelque temps après, le bébé, il est mort. Donc, la morale de cette histoire, je sais pas, si c'est parce qu'elle avait une vie assez, pas rangée, une vie débridée que et comment ça s'appelle une vie débridée? Elle avait une vie, oui, une vie pas rangée, elle a une récompense comme ça, je sais pas, mais bon. Le fait est que la pauvre, elle a eu une aventure avec un gars, un révélant. Ils ont vécu quand même, plus d'une année ensemble. Parce que le petit, l'enfant, il est mort à 4 mois. À 4 ou 5 mois, l'enfant est mort. Donc voilà ma petite histoire. Alors, je vous souhaite, que la communauté grandisse, que vous soyez là longtemps pour nous raconter des belles histoires comme ça, parce que c'est tout ce que vous racontez, ça nous fait quand même prendre conscience que on vit dans un monde où il y a des choses qui se passent que peut-être que nous, avec nos yeux de profanes, on ne maîtrise pas, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. On doit être très très prudent dans tout ce qu'on fait. Ben, bon après-midi à vous et puis ben, au revoir. Merci beaucoup pour cette histoire. Lisez les commentaires, vous allez comprendre ce que je parle dire. Pardon, on passe rapidement à la 4e histoire. Bonjour DMG. Voilà, je vais vous raconter une histoire et c'est la première fois que je me connecte à vous. Ça fait un moment que je vais dire, ça fait un mois que j'écoute vos audios. Et franchement, ça m'intéresse parce que j'ai tellement vécu des choses que je pensais que j'étais seule au monde à voir ce genre de choses. Et puis bon, avec l'âge, on se rend compte qu'on est très très nombreux à vivre des histoires mystiques. J'en ai tellement vécu que bon, je vais, celle qui me vient rapidement là, c'est, je pensais à ça encore, j'étais dans mon pays natal. Et on m'avait déjà averti que dans cette province-là, il y avait beaucoup de sorcellerie. Et donc un jour, comment dire, je sortais d'une réunion. On avait fait une réunion de tontine. Donc je sors de la réunion de tontine. Cette réunion de tontine, normalement, c'était une Camerounaise. Et puis bon, partant le soir, on m'avait déjà averti, on m'avait averti que cet endroit-là, il y avait un endroit où il y avait un cimetière et que ce cimetière, il y avait souvent rencontré beaucoup des personnes on entendait du bruit et puis il y avait des personnes qui marchaient au bord de la route qu'il fallait pas qu'on s'arrête et tout. Donc ce jour-là, je sors de la réunion et puis il y avait quelqu'un que je devais déposer du côté opposé où j'allais. Donc du coup, je suis allée déposer la personne et puis au retour, j'étais plein phare et puis je regarde sur la route, il y avait comme du mouvement. Et j'ai ralenti, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et je m'avance et puis qu'est-ce que je vois? Je vois un bébé sur la route. Je prends peur, je dis mais qu'est-ce qu'un bébé peut bien faire là? Et on m'avait pas parlé de ce bébé là, on m'avait juste parlé d'un autre phénomène, mais bon, pas ça. Alors je me suis dit il y a un problème, il y a un enfant qui s'est échappé donc je ralentis, je contourne le bébé et la route il n'y avait pas un chat sur la route, hein, c'était tout droit. Donc je contourne le bébé, je vais me garer pour descendre de ma voiture et quand je me gare, je veux descendre de ma voiture, il y a quelque chose qui me bloque. Je sens comme si j'étais paralysée et le bébé continue à ramper sur la route et traverse la route. Et puis il se retrouve de l'autre côté.
son regard il se retourne vers moi, il me regarde. Et le visage de ce bébé, c'était pas le visage d'un être humain, mais j'avais l'impression que c'était, je sais pas. Alors, du coup, j'ai pris peur, j'ai démarré la voiture, je me suis cassée. Je suis rentrée à la maison et puis je me suis dit, mais plus jamais je vais repasser par là. Mais bon, j'avais pas le choix parce que souvent, je partais de ce côté de la ville. Voilà, donc voilà mon histoire. Merci pour l'histoire autant pour moi. Merci pour tous vos mots d'encouragement. Hein? Tu écris depuis quelle ville? Tu viens d'arriver, signale-toi, fais comme ça là. Et en plus, il y a les badges maintenant. Et voilà, il y a déjà 4 personnes qui ont acheté, je ne veux pas dire acheté, qui ont eu leur badge. Et là, je parle de Jean-Louis qui est déjà membre. Il y a Francine, il y a Justine, Jeannot qui sont déjà membres. Il y a ESK. Donc, on a déjà 4 membres. Et avec leur badge de membre de DMG TV. En fait, c'est ça. Hein? C'est que tout le monde encourage le mouvement. On ne va pas attendre que X vienne donner 2 millions. C'est ça le truc. Donc, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté. Ici, une internaute du Gabon. J'aimerais raconter certaines de mes histoires. Je vais commencer d'abord par une histoire que j'ai vécue personnellement. Je suis au Gabon, je suis dans la ville de Libreville. J'avais fait connaissance d'un monsieur, vraiment humble, hein, déjà humble, et petite vie tranquille, à sa petite maison, sa petite famille tranquille en fait. Il n'avait pas de copine. Du coup, on décide de se mettre ensemble. Le moment où on décide de se mettre ensemble, moi je vais apprendre en province. Donc je fais une classe en province, puis je remonte. Entre-temps, on s'appelle, genre couple à des relations à distance. On s'appelle, on s'écrit et tout. Et puis le temps passe. Mais je remarquais un truc. Chez lui, il y avait beaucoup d'images de cercles, de triomphes. Après, ça n'attire pas forcément mon attention parce que quand j'allais là-bas, bon, entre parenthèses, je priais. Et je ne faisais pas de mauvais rêves chez lui. Mais il y avait des moments où je dormais, je ne faisais quasiment pas de rêve. Mais je ne prenais pas sans mal. Puis on se sépare une première fois. Moi, je vais faire ma vie, lui, il reste à faire la sienne. Quelques années plus tard, on se remet ensemble. En tout cas, on s'est séparés, je pense, 2 à 3 fois comme ça. Puis après, bon, c'est vrai qu'avant, je n'étais pas trop investie dans la relation. Je ne faisais pas trop le ménage. Genre, je viens seulement, passer la journée, je prépare un peu. Le soir, je rentre. Je ne dormais pas trop. Ou si je dors, peut-être, c'est du genre, je suis allée avec des amis, je suis allée boire. Bon, je ne sais plus trop où rentrer parce que peut-être maman m'a déjà fermé la porte. Donc, du coup, je l'appelle, je dors chez lui. Le matin, boum, je m'en vais. Et il se plaignait que je n'étais pas trop engagée dans la relation. Et puis, j'ai dit, d'accord, je vais montrer de mon engagement. On est là. Maintenant, je commence à faire un peu le ménage. Très curieuse de mon état. La curiosité est un bon et un mauvais défaut. Très curieuse de mon état. Je fais le ménage, je touche un peu pour voir, on ne sait jamais. Un jour, subitement comme ça, j'ai emmené le débat. Oh, c'est quoi la rose prête? On commençait à débattre. Mais vraiment, lui, il était vraiment que la rose, c'est rien de grave, c'est juste une religion. Ça n'apporte pas de problème. C'est comme toi, toi, tu vas à l'église, tu te dis chrétienne ou tu es chrétienne, tu pries et tout, tu sers un Dieu qui te garde. C'est aussi pour ça que nous aussi, on sert un certain espoir. C'est pas forcément Satan, mais c'est l'un des anges de Dieu. Pour me baratiner, en fait. Je comprenais que mes papas, de ma famille, il y a les rosiers chrétiens. Tu me parles de quoi que tu vas vouloir me prendre le cerveau là. Donc, on est resté comme ça, mais vraiment, ça commençait un peu à attirer mon attention. Il avait plusieurs livres chez lui. Et moi, je suis quelqu'un que j'aime pas trop la lecture. Donc, en tout cas, je faisais mon petit ménage et tout. Mais il y avait souvent des cadres avec des croix, des triangles, des cercles et tout. Et comme ici, on a une église où, habituellement, ils ont toujours ce genre de photos là dans leur maison. Donc, ils me disaient que non, je suis de leur bande et tout. J'ai dit que, les chrétiens, on va même aller à l'église. En tout cas, on a commencé. Genre, la relation a poursuivi. Puis un jour, je décide de faire le ménage. Je fais le ménage. Je vois un petit coffre. DMG. J'ai ouvert le coffre. Quand j'ouvre le coffre, en fait,
La pression de ce que j'ai vu m'a projeté contre le mur. J'ai dit que, mais quoi? J'ai vu un pain noir, un pain rouge, et dessus, il y avait un petit crâne et tout. J'ai dit, mais merde. J'étais vraiment prise de peur. J'étais là, j'en terrifiée. Vraiment, j'avais la peur de ma vie. J'avais peur. Je suis restée. Un cœur m'a dit, on ne touche pas, ne filme pas. J'ai juste fermé le coffre et j'ai retourné parce que l'avant du coffre était contre le mur. Donc, j'ai juste retourné. Et quand il est arrivé, je n'ai même pas cherché à savoir. En fait, pour moi, c'était juste qu'il fallait que je parte. Mais partir aussi et laisser la maison d'autrui vide, je me suis dit, peut-être qu'il sait déjà que j'ai les découvertes et il peut me créer un problème derrière. Donc, je l'attendais sans me laver. J'ai seulement mis la robe sans me laver. Je l'ai attendu. Et quand il est arrivé, je lui ai dit que non, je vais quelque part faire une course là. Quand j'ai pris mes billets, je suis partie. Je te parle même, certains de mes... C'était une relation, je vivais... Bon, pas que je vivais, je restais là-bas de temps en temps, donc j'avais certains vêtements. Maintenant, j'ai cette peur d'aller les récupérer. Dehors, ici, on voit des choses. Oh. On voit des choses. Et puis, quelques temps après, j'ai une grande soeur qui restait dans sa zone. Elle me dit qu'il y avait des rumeurs, en fait. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il faisait des incantations. Une fois, il y a une fille qui est entrée dans sa maison et en entrant, elle lui a vu autour d'un cercle qui faisait des incantations et tout. Après, j'ai compris que donc voilà pourquoi il avait toutes ces photos bizarres et pourquoi il défendait vraiment que la Rose-Croix, c'est pas quelque chose d'assez satanique, c'est juste une religion comme les catholiques, les protestants et les éveillés. Faisons attention. Et la curiosité est un bon et un mauvais défaut. Un bon et un mauvais défaut. Je ne peux pas dire que le temps que j'étais avec lui, j'ai pas eu d'incident ou j'ai eu des incidents. Je ne sais pas s'il était à l'auteur de ça, mais s'il n'était pas à l'auteur de ça. Mais en tout cas, faisons très attention. Le dehors est dangereux. C'était pas un monsieur qui avait les voitures. Il n'avait pas de voiture, à peine un salon. Les salons, elle a une petite table, sa petite télé, son décodeur, sa chambre. Il y avait le lit, l'armoire. Il y avait même pas d'armoire. La petite douche est tout bien rangée. Une petite table à manger et tout. Un faux frigo. Mais le gars était dans les sectes. Dans les sectes. What a sectaire? Dans les sectes. Donc, c'est pour dire que la personne n'est pas forcément obligée d'avoir un Range Rover, être en boîte tout le temps. Il y a des gens là, il y a des loups qui se déguisent maintenant en agneau pour pouvoir attraper les proies. Vraiment, faisons très attention. Un bisou toujours au poste. Merci pour ton émission qui nous ouvre parce que à travers ton émission, désolé, on comprend. Personnellement, moi, je comprends beaucoup de choses dans ma vie qu'avant, je ne comprenais pas. Donc, likez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. On passe rapidement à la 6e histoire, sans plus tarder. Bonjour DMG TV. Voilà, je suis une jeune dame gabonaise. Je viens partager avec vous mon histoire parce que je vous suis sur les réseaux sociaux, plus précisément TikTok, YouTube et Facebook. Et franchement, votre émission, c'est une belle initiative parce qu'au travers d'elle, j'ai beaucoup appris. Il m'a fallu beaucoup de courage pour venir vous relater mon histoire. Voilà, la partager avec vous. Et à tous ceux qui écoutent, franchement, je vous exhorte à liker, partager, commenter. Voilà, mon histoire est la suivante. Je réside au Gabon, plus précisément du côté de la capitale, Libreville. Et il fut quelques années, je gérais un croquet de la ville qui était plutôt bien fréquenté par des personnes UP, voilà quoi. Donc, dans le lot, il y a un jeune cadre qui m'avait repéré et qui, chaque fois qu'il venait boire, faisait réserver ses tables. On voyait des personnes, comme on dit chez nous, c'est bon petit, réserver ses tables pour lui. Voilà quoi. Et je le faisais. Et chaque fois qu'il partait, après ses consommations, il me laissait des bons pourboires.
Je pouvais aller sur sa table 2-3 minutes, on sympathisait, on échangeait. Et c'est comme ça qu'on a commencé, un lien s'est créé entre lui et moi. On a commencé mutuellement à se plaire, faut pas le cacher. Bon, et comme toute jeune fille à l'époque, j'avais dû arrêter mes études à cause de ma maternité. Qui cherche plutôt à joindre les deux bouts quand vous tombez sur un jeune homme qui est célibataire de surcroît et qui a une bonne situation financière, à qui vous plaisez, forcément vous aussi, vous trouvez là une opportunité de pouvoir, comme on dit, changer de vie. Donc du coup, quand il m'a fait part de ses intentions, voilà, à mon égard, j'ai accepté, on a commencé à se fréquenter. Et quand j'arrivais chez lui, nous n'utilisons pas la chambre principale. C'est dans la chambre d'amis qu'on dormait. Et moi, on m'a toujours appris à ne pas poser trop de questions. Je n'ai pas voulu poser trop de questions parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, certainement, il sort d'une histoire compliquée. Donc, il commence à peine avec moi. Il ne veut pas s'ouvrir automatiquement. Vous voyez, quoi, il y a des hommes qui sont très spirituels, qui pensent qu'une femme, une autre, dans son lit principal, c'est, voilà, quand il ne te connaît pas encore bien, il préfère éviter. Voilà, quoi. Et puis, bon, ça ne me dérangeait pas. Il prenait soin de moi, j'avais pas à me plaindre, il prenait soin de moi. Et puis voilà, un jour, on est sorti, on a fait une belle virée, on est rentré. Et quand on est rentré, il était environ dans les minuit, parce que le lendemain, il devait travailler. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Et cette nuit, étrangement, il m'a fait rentrer dans sa chambre principale. Toute la nuit, je vous assure, DMG, il n'a pas dormi. Il sanglotait comme un bébé. Il pleurait dans son sommeil, comme si on le frappait. Il s'est torturé. Et du coup, j'ai pris peur. Je me suis recroquevillée dans dans un coin. J'étais toute repliée là. Et je tirais la couverture sur moi. Vers les 5 heures du mat, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai dormi plutôt assise, quoi. Des petits moments, tu somnoles. Vous voyez, quoi. Après, tu te réveilles. Et quand il s'est réveillé vers 5 heures du mat, il me fixe, il me dit, tiens, c'est quoi, t'as pas dormi? Je lui ai dit, non, j'ai pas bien dormi. Il me dit, bah, excuse-moi, c'est l'anniversaire d'essai de ma maman aujourd'hui. Donc, chaque fois que je me rappelle de ça, ça me fait pleurer. Et la question que je me suis posée dans ma tête, c'est comment il sait qu'il a pleuré toute la nuit? Bon, j'ai pas voulu lui poser la question de vive voix. Je me suis apprêtée, il m'a raccompagnée parce qu'il partait au bureau, il m'a déposé, voilà. Et comme d'hab, il a été très généreux à mon égard. Tiens, voilà, pour tes besoins, en cas de besoin encore, si tu en as besoin, fais-moi signe. On s'appelle. Il est rentré chez lui. Dans la nuit, vers 1h du matin, chose qu'il ne faisait jamais, il m'appelle, il m'intime de prendre un taxi, de venir le rejoindre chez lui. J'ai dit non, c'est pas possible, j'habite un coin risqué de la capitale. Je ne peux pas sortir de chez moi à cette heure-ci. Tu le sais. Il me dit, prends un taxi, peu importe ce que tu proposes au taxi, viens, je t'attends à la maison. Et déjà là où il habitait, c'était un endroit résidentiel, mais sinistre aussi. C'est vrai, il y avait des gardiens, mais le temps que je puisse, voilà, c'était dans un immeuble, descendre du taxi. Pour arriver jusqu'à l'immeuble, tout ça, je pouvais me faire agresser parce que le gardien, lui, il restait juste devant, vous voyez quoi, dans le hall là. Donc je pouvais me faire agresser. J'ai dit non, il est 1h du mat. Je peux pas sortir. Il a insisté peut-être 10 fois. Il ne fait qu'appeler. J'ai dit non. Il fait qu'appeler. Je dis non. Jusqu'à ce que j'en ai eu marre. On était dans les 2h du matin. J'ai éteint mon téléphone. Le matin, quand j'ouvre mon téléphone, tout un lot d'injures par messagerie. Je t'assure, DMG. J'étais choquée. J'ai dit, mais c'est quoi son problème à celui-là? Quand je l'appelle, il refuse de prendre mes appels. J'insiste, il refuse. Bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je me suis apprêtée, je suis allée au boulot. 2 jours plus tard, je dors. C'était pas un rêve, c'était un songe. Parce que c'était tellement réel. Et dans le rêve, je vois un seau d'eau qu'on a déposé devant moi. Et la voix qui me parlait, c'était la voix de ma maman, mais je ne voyais pas. Mais j'ai reconnu la voix de ma maman. Parce que ma maman est décédée, je suis orpheline en fait de père et de mère. Et la voix m'intimait. De fait, toi t'intime. Accroupis-toi, nettoie-toi. Je me suis accroupie, j'ai commencé à me nettoyer. Et quand je faisais ma toilette, c'est des asticots que j'enlevais de mon intérieur. Et elle me disait, tu as vu, non? On vous dit de faire attention, il faut être prudent. Tu as vu maintenant? Est-ce que tu as vu qui est sa femme? Regarde là-bas. Quand je regarde sur le côté, je le vois, il est debout avec une femme vraiment laide, très laide. Lui qui était vraiment très pointilleux sur les détails physiques d'une femme. Il aimait les femmes, genre, on peut dire, à peu près parfaites. Je vois, il est avec une femme vraiment laide. J'ai dit, oh là là. Vraiment, il faisait peur.
Ils étaient bras dessus, bras dessous. Tous les deux habillés en blanc. Il m'a dit, nettoie-toi. J'ai continué à me nettoyer. Je me suis réveillée en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, lorsque je descends du lit, je me mets debout. Je vois un liquide qui coule. Hein, vous voyez, de mon intimité qui descend. Je dis, mais c'est pas un rêve que j'ai fait. C'était réel. Mais après le rêve, vous savez, quand on est amoureuse de jeune, on aime plus entêter. Après ce rêve, quelques jours, il m'a fait appel. Bon, je déménageais tout ça, viens voir le nouvel appartement. Je suis allée le rejoindre, il m'a conduit au nouvel appartement. On est avec son chauffeur. Quand on arrive, toute la maison est en baie vitrée, il y a juste des grilles. Mais je vous assure, j'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un qui était debout, qui nous regardait à travers la baie vitrée de la cuisine. J'ai fixé cette personne m'a fixé, elle avait une t-shirt, elle était debout, elle nous regardait. Quand on entre dans la maison, il m'a dit, fais le tour de l'appartement. Je fais le tour et il enclenche la musique. Je dis, ben, quand tu mets la musique comme ça va déranger l'autre. Il m'a dit, quel autre? Et j'ai voulu rétorquer, mais la petite voix à l'intérieur m'a dit, tais-toi, ne dis plus rien. Je continue à faire le tour de l'appartement du propriétaire, mais je tremblais, j'avais peur. Et cette nuit-là, j'ai pas bien dormi. Et quand je suis quittée de là-bas, je vous assure, en fait, c'est comme s'il savait que j'avais déjà cette faculté de voir ce qu'il faisait. Quand je suis quittée de là-bas ce jour-là, après ça, il ne m'a plus jamais appelé, il ne prenait plus mes appels, il ne répondait plus à même les messages, il ne répondait plus. On s'est perdu de vue comme ça, Voilà quoi. C'est quelques années, et de cela, quelques années, je l'ai revu, mais financièrement, c'était plus ça. C'était déjà un peu le gars qui galérait. Il a perdu son boulot dans cette entreprise. Et puis voilà quoi. Et puis bon, les fois, il m'est arrivé d'aller même dans des endroits où il y a des prêtres exorcistes, des gens qui prient, qui ont des visions. Bon, on m'a souvent dit des choses sur moi, comme quoi j'ai une certaine chance que les hommes, quand je vais avec un homme, l'homme profite de ma chance, voilà quoi. Peut-être parce que j'avais eu à voir ces choses, des révélations sur lui, que quelque temps après il est tombé, je ne sais pas. Mais toutefois, Dieu m'a épargné, vraiment épargné de quelque chose. Parce que le jour qu'il m'appelait à 1h du matin, imaginez-vous si j'étais sortie, qu'est-ce qui allait m'arriver? Peut-être qu'on avait demandé de faire quelque chose sur moi, que la veille, quand il pleurait dans le sommeil, c'est ça qui boudait. Et le lendemain, il était résolu de m'appeler à 1h du matin, chose qu'il ne faisait pas, me disant de venir le rejoindre. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas ce qu'il allait faire de moi. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Donc, la moralité de mon histoire, c'est que nous devons être vigilantes, nous les femmes. L'argent, c'est une nécessité, oui. Sans argent, on ne peut pas se vêtir, on ne peut pas manger. L'argent, c'est une nécessité, mais soyons vigilantes parce que beaucoup dehors gagnent leur argent sur la tête des autres. La plupart, hein, surtout les jeunes aujourd'hui, sont prêts à toucher à tout, qui aiment la vie facile pour avoir de l'argent. Donc, soyons vigilantes, mes sœurs, mes petites sœurs, soyons vraiment vigilantes. Regardons bien où nous mettons les pieds et surtout lorsqu'on nous met en garde, prenons en considération les paroles des personnes qui nous mettent en garde. Allez, Dieu veille sur vous et bonne continuité. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. Merci pour cette histoire, merci pour tout ce que vous faites là aussi. Les commentaires, ça monte. Les likez la vidéo s'il vous plaît. Ouais, likez la vidéo. Hein? Je sais, on va me dire bientôt. Mais DMGI parle beaucoup de cadeaux. Je parle pas, je fais dans quoi? Mais la facture de courant est venue, j'ai respecté parce que l'éclairage, ça sonne. Hey, papa God. C'est là, c'est pas que. Bref, ils sont tombés. C'est 7e histoire, passons 7e histoire. J'aimerais te raconter encore une autre histoire. J'étais allée au village avec ma tante. Et comme je disais un peu plus haut, dans mon village, on dit je suis sorcière. Donc quand je suis arrivée, mais là j'étais un peu plus grande, j'avais peut-être 9 ans, 10 ans comme ça. Donc j'arrive au village, on va saluer, on doit partir dans les cours pour saluer. On dit ah ça c'est l'enfant d'un tel, tu salues et tout, juste avec ma grand-mère maternelle, puis avec une de mes tantes. Donc, après, on salue, on revient à la maison. Et dans la soirée, au village, dans notre village,
on donne à manger, c'est-à-dire que le soir, maman sert la nourriture, mais la grand-mère sert la nourriture. Vous envoyez aux différents voisins, eux aussi ils servent leur nourriture là-bas et vous envoient. Les différents voisins à qui vous avez envoyé la nourriture, vous envoient aussi la nourriture. Donc on va au village. Le soir arrive, ils envoient la nourriture. Au moment de manger, il y a un groupe de dames qui arrivent pour saluer. Ah, on a appris que les enfants de tel sont arrivés, donc on est venu saluer et tout. Donc il y a une qui me voit, je la fixe, mais je sentais quelque chose de différent. Elle était pas normale en fait. Elle était venue sur ses pieds. Donc elle a voulu s'approcher de moi, me toucher. J'ai reculé. Donc, ma grand-mère m'a tapé. Elle m'a dit que j'étais mal poli. Mais moi, je savais ce que j'avais vu. Donc, quand j'ai fait ça, elle a su que je l'avais vu. Donc, elle s'est remise sur ses pieds. Et puis, elle m'a salué. Donc, je l'ai salué. Et plus tard dans la nuit, dans mon sommeil, elle est venue. Elle m'a dit donc, tu m'as vu. J'ai dit oui, je te vois. Je te vois et même très bien. Elle m'a dit fais attention à toi. J'ai dit toi aussi fais attention à toi. Tu sais pas qui je suis. Donc le lendemain, elle est venue à la maison très tôt le matin. Elle est venue à la maison, elle a dit à ma grand-mère, ta fille là c'est une sorcière. C'est une sorcière. Ma grand-mère dit comment ça ma fille c'est une sorcière. Ma petite fille c'est une sorcière. C'est pas une sorcière. Ne dis pas ce genre de choses. Et pendant qu'elle parlait, moi j'ai reculé, j'étais encore dans la chambre, j'étais presque endormie. J'ai entendu sa voix, donc je me suis réveillée en sursaut, je suis revenue. Je suis sortie de mon sommeil, je suis sortie, je suis venue vers ma grand-mère. Elle m'a donné de l'eau, elle a lavé mon visage, j'ai lavé mon visage, je me suis brossé les dents et ma grand-mère m'a demandé ce qui se passait. Pourquoi elle continue de dire que je suis une sorcière, je lui ai dit que je l'ai vue. Elle dit oui, je sais que tu l'as vu hier, non? J'ai dit non, je l'ai vu, je l'ai très bien vu. Ma grand-mère m'a dit que tu vas te créer des problèmes, toi. Tu vas te créer des problèmes. Ta tête est trop dure, tu vas nous créer des problèmes ici. Donc le lendemain, ils m'ont rapatrié, si je peux dire. Ils m'ont ramené sur ma mère. Et là, je partais au village rarement. Parce que quand je partais, je voyais tout le temps des choses. Et là, maintenant, actuellement, je suis grande. Mais j'ai des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que, ou bien je peux rencontrer quelqu'un, mais tout de suite, je sens quelque chose de bizarre. Je ne vois plus ça comme avant ou avant. C'est-à-dire, tu viens, si tu es sorcier, je te dis clair, toi, tu es sorcier. Mais maintenant, ça se manifeste différemment. Donc, faites attention. Le déo est mauvais, comme on dit. Faites très attention. Je suis de nature méfiante. Je suis de nature très méfiante. Donc, quand j'arrive quelque part, je suis toujours mon intuition. Mon sixième sens me dit toujours quelque chose. Et c'est pas des choses à banaliser. Voilà. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. 8e. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Et bravo pour le concept, vraiment c'est à féliciter. Et vraiment ça édifie un bon nombre de personnes d'entre nous. Et c'est vraiment chouette, continue comme ça, frangin. Donc l'histoire que je vais raconter, c'est mon histoire, c'est moi-même qui l'ai vécue. Depuis le Gabon, plus précisément à Libreville. Donc, on cherchait, ça remonte aux années 2011-2012. Je crois bien, à ce temps-là, ma maman et moi, on cherchait un studio à louer dans un quartier de Libreville. Nous sommes tombés dans une concession du chef du quartier en question. Bon, c'est un quartier de Libreville, je ne vais pas donner le nom.
Donc, nous sommes arrivés, nous avons trouvé un studio dans la concession du chef du quartier en question. Donc, nous nous sommes installés, on a commencé à transporter les choses et tout. Ça nous a plu, le studio. On s'est installé. Mais à côté de nous, notre maison, notre studio, il y avait un mur qui séparait. C'était la maison du fils du chef du quartier, son premier fils, je crois, son aîné. Un monsieur déjà grand, tu sens qu'un monsieur qui a de l'âge, mais il était toujours là, rien, il ne faisait rien, il ne travaillait pas. Mais tu sens qu'il a l'âge déjà, c'est un papa et tout, avec des cheveux blancs et tout. Donc on a familiarisé et tout. Bon, je vais pas aussi donner le prénom. Donc on a familiarisé et tout. Ma maman s'entendait bien avec la femme du chef du quartier. On était dans la concession. Moi j'avais mon fils et mes petits frères. Donc on louait. Et moi, à ce temps-là, je faisais un petit boulot et tout. Donc, c'est comme ça que nous sommes restés là. Nous sommes restés là. La concession. C'était tranquille. Resté là. Donc, mon fils avait l'habitude de rentrer chez le fils du chef du quartier en question. Dans sa maison, donc mes petits frères et tout, donc les envoyaient là-bas, allez-y prendre, si vous avez besoin de quelque chose, allez-y, vous prenez seulement et tout. C'était un papa cool et tout. Et il me faisait un peu des petites avances et tout, mais moi, sincèrement, il ne me plaisait pas, c'était déjà un homme âgé et tout, donc il ne me plaisait pas. J'étais différente à ses propositions et tout. Donc du coup, il aimait mon fils. Il aimait mon fils et tout. Donc, on était bien. Quand il avait besoin de quelque chose, on lui donnait. Nous aussi, quand on avait besoin, on demandait et tout. On avait formé déjà comme si c'était une famille et tout. Mais moi, j'avais remarqué un truc avec le voisin en question, qu'il ne travaillait pas. C'était déjà un homme âgé et tout. Il ne travaillait pas. Il était au chômage. Toute la journée, il était là et tout. Il passait peut-être le temps assis au bar. Et tout, il ne faisait rien. Mais j'avais remarqué qu'il y avait des grandes personnalités qui venaient le rendre visite. Du genre des personnes avec des grosses voitures cylindrées, des VX, qui venaient souvent le rendre visite. Moi, je parlais même souvent avec ma mère qui mais lui là, il est là au chômage, il connaît des grandes personnalités, des grands messieurs qui viennent avec des grosses voitures. Mais pourquoi il ne travaille pas et tout? Il peut aussi demander à ces gens-là de lui trouver le travail. Et tout, donc on parlait de ça avec ma mère. Donc c'était comme ça. C'était comme ça, on était là. C'était bien, on n'avait pas de problème. On s'entendait très bien et tout. Le type continue toujours à faire des avances et tout, mais moi, je n'étais pas dans sa ligne. Je n'étais pas du tout dans sa ligne et tout. Moi, je le voyais, c'était comme un oncle, un tonton, parce que à cette époque-là, j'étais encore plus jeune. Comme un tonton et tout, on l'appelait tonton. Donc, c'était comme ça à tout moment. Il y avait des personnes qui venaient le rendre visite, ses amis, c'était que des personnes en grosse voiture, des personnes tu sens que les gens qui ont l'argent, mais lui, il était toujours là, il n'avait toujours rien, toujours comme ça et tout. Maintenant, c'était un jour était arrivé où je partais à mon boulot. Je partais à mon boulot un matin. Je m'étais réveillée, je suis allée prendre ma douche et tout. Je partais à mon boulot. Et ce jour-là, j'avais mis, comment on appelle ça, un jean. J'avais mis un jean et quand j'avais mis ce jean-là, il fallait que je le ferme, mais ça ne m'allait pas au rein. Donc j'avais besoin d'une ceinture, mais je n'avais plus de ceinture. Je regardais dans mes affaires, je n'avais plus de ceinture. Et j'étais déjà en retard. Ce jour-là, je n'avais plus de ceinture. Donc, je suis allée, taper à sa porte, comme si c'est un tonton, un grand et tout. Que tonton, est-ce que je peux avoir une de tes ceintures? Parce que là, j'ai envie de mettre un pantalon, mais ça ne me va pas. J'ai besoin d'une ceinture et tout, parce que le tour de rein est trop gros et tout. Après, le voisin en question, il rentre. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. DMG. Il rentre dans sa chambre.
quand le voisin rentre dans sa chambre, il part, il m'apporte une ceinture. Bon, la première des choses que j'ai d'abord remarqué avec la ceinture, et à ce moment-là, laisse-moi d'abord te dire que je ne priais pas, je n'étais pas en Christ. La première des choses que j'ai remarqué sur cette ceinture-là, c'est que vous savez qu'il y a des ceintures qui ont des peaux de serpent, non? Des ceintures qui ont des peaux de serpent et tout là. On voit ça même partout, là, ça a la peau de serpent, il y a des couleurs et tout dessus. Donc c'est ce que j'ai d'abord remarqué, mais je n'ai pas fait attention. C'est la ceinture. Moi, je vois avec mes yeux nature physique que c'est la ceinture qui est là. Donc avec une peau de serpent. C'est là où j'ai dit, ok, merci. Quand je prends la ceinture, je retourne maintenant à la maison. Puisqu'elle est à côté, je rentre à la maison et tout. Voilà, je suis en train de prendre la ceinture en question. Je suis en train de mettre maintenant sur les trucs du pantalon là, du jean. Du genre faire rentrer la ceinture, faire rentrer, faire rentrer, faire rentrer. Une fois que j'ai fini de faire rentrer la ceinture autour du rein, au moment où je veux maintenant la faire entrer dans la boucle pour faire entrer, pour la coincer, je te dis que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est comme si quelque chose me pénétrait à partir du ventre, mais rentrait dans le ventre, rentrait dans moi. C'est quelque chose, en fait, je ne sais pas, cette sensation-là, je ne vais jamais l'oublier. C'est comme si quelque chose pénétrait dans moi et entrait avec force, avec une force incroyable. J'ai ressenti, en une fraction de seconde, je me suis senti mal. Mais ce que j'ai eu à dire quand je ressentais ça, c'est ce qui m'est venu normalement dans la bouche. C'était au nom de Jésus. C'était ça. C'est quand j'ai crié au nom de Jésus, c'est là où ma mère me dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a écouté le bruit, elle vient me trouver dans la chambre. Elle me dit, c'est comment? Je dis, ah maman, je ne sais pas. Après, ma mère me regarde autour du rein. Elle voit la ceinture. Elle me dit, qui t'a donné ça? J'ai dit, c'est tonton et c'est tonton, bon, je ne vais pas citer le nom, c'est tonton machin et tout. Tonton, on peut dire, bon, je peux donner le nom comme tonton Fabrice, qui me l'a donné. Nom d'empreinte, hein. Tonton Fabrice qui me l'a donné et tout. C'est là où elle prend la ceinture, elle m'enlève ça et jette dehors. Pendant tout ce temps-là, tout ce qui s'est passé dans la maison, dès qu'elle a pris la ceinture, elle l'a enlevée, elle a jeté dehors. Le bon monsieur est bien devant la cour, hein. Il est là, il écoute tout ce qui se passe tranquille. Après, il est venu, il a ramassé sa ceinture, il est rentré avec dans la maison. Après, quand maman m'a enlevé la ceinture, aussitôt elle enlève et jette dehors, je tombe sur le lit, je pleurais. En fait, je pleurais. C'est comme si quelque chose m'a déchiré, entrait maintenant en moi avant d'arriver à mon cœur même. Donc, je ressentais, j'avais les palpitations cardiaques. Palpitations, mon cœur battait à vive allure. J'étais là sur le lit, je pleurais, je pleurais. Elle me dit, maman me dit, ne pleure pas. Ça, je dis qu'à un moment que non, je me sens mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens mal. Mais je vais aller travailler. Je ne vais pas aller travailler. J'ai dit ça à ma mère ce jour-là. Que maman, je ne vais pas aller travailler et tout. Elle me dit, pourquoi tu ne vas pas aller travailler? Tu vas aller travailler. Au nom de Jésus, tu iras travailler. J'ai prié, elle m'a donné la Bible là et tout. Fait la prière, je suis partie. Ce temps-là, je travaillais avec une amie là et tout. Toute la journée, elle m'a même trouvé que j'étais bizarre. Elle me dit c'est comment et tout. J'essaie un peu de l'expliquer. C'est vrai qu'il faut lire les versets et tout. Elle m'a donné les versets qu'il faut lire et tout. Mais je n'étais pas à l'aise. J'avais les palpitations, les palpitations, les palpitations. Donc, après, je suis revenue à la maison. Je ne vais même pas travailler. Je n'étais même pas arrivée à l'heure. Je lui ai dit non, je vais rentrer parce que là, je ne me sens pas bien. Après, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée, la maman m'a demandé comment c'était, comment machin. J'ai dit non, je me sens toujours pas bien. Elle m'a dit ok, on va aller voir quelqu'un. Donc, il y avait un monsieur béninois qu'on connaissait depuis des années. On le connaît, papa béninois qui fait un peu des médicaments et tout. Elle a dit non, change-toi, on va aller là-bas et tout. Parce que la manière dont je me sens là, je me sens pas bien. Et tout cela, le bon monsieur est tranquille dans sa maison, tranquille dans son coin et tout. Ensuite, nous sommes allés chez le papa et tout. Quand on arrive, on trouve le papa, il était là. Papa, bonjour, on est venu te voir et tout. Voilà ce qui s'est passé. Il me demande de rentrer. On rentre dans leurs choses et tout, on s'assoit.
il me regarde. Il me regarde, il regarde ma mère. Il dit à ma mère que ta fille a un esprit fort. Ta fille a un esprit fort, vraiment. Et qu'elle a eu, et Dieu merci qu'elle a eu la révélation. Du genre, quand j'ai crié au nom de Jésus, c'est ce qui m'a sauvé. Le nom de Jésus. Il a dit ça à ma mère que ta fille a un esprit fort. Parce que la ceinture que le monsieur lui a donnée, c'est pas une ceinture, c'est un serpent. C'est un serpent. Et ce serpent-là, c'était déjà un coup qui était préparé, qu'il avait déjà préparé pour ta fille. Et laissez-moi vous dire que le monsieur, c'est le papa qui nous dit ça, que le monsieur, lui, il est dans la loge. Il fait des incantations même au nom de ta fille. Vous là, vous ne savez pas. Vous dormez là, vous ne savez pas qu'il fait des incantations au nom de ta fille. Donc même quand vous dormez la nuit et tout, il vous voit, il fait des incantations. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des amis qui viennent nous rendre visite qui sont tel. C'est ma mère voulait commencer à pleurer. J'ai dit, maman, ne pleure pas et tout. Donc c'est là le monsieur nous a dit qu'heureusement, ce qui a sauvé, c'est parce qu'il a eu la révélation du nom de Jésus et que tu as pris la ceinture là, tu as jeté. Parce que si ta fille prenait la ceinture, mettait et partait avec ça au travail, à l'heure actuelle où je vous parle, vous devez être en train de pleurer dans votre famille. Vous devez avoir un décès parce que ta fille devait mourir. Parce que c'est ce que le monsieur avait déjà préparé. C'est là ma mère a commencé à pleurer là. Il a dit non, ne pleure plus parce que ça là, son plan est échoué. Mais ce qu'on va seulement faire, c'est de nettoyer l'intérieur parce que le serpent là commençait à rentrer à l'intérieur et Dieu merci qu'il n'est pas arrivé jusqu'au cœur. Il n'est pas arrivé jusqu'au cœur. Donc il commençait à pénétrer l'estomac et tout. Parce que je me sentais bizarre. Il a dit oui, c'est la saleté là que ça a laissé. C'est pourquoi tu ressens l'intérieur bizarre comme ça. Il nous a fait les choses et tout. Il nous a donné. Il a dit que si vous devez commencer à chercher une maison, une autre maison, vous quittez là-bas. Parce que vous n'êtes pas les premières personnes à qui c'est arrivé. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, les gens ne vous disent pas ce qui se passe. Il faudrait d'abord voir de vous-même. C'est là où on nous a fait des choses et tout. On est retourné à la maison. C'est là où maman a appelé son ami et tout, qui paye la maison, mon beau-père. Comme ça et tout. C'est là où il nous a dit, ok, comme c'est comme ça, d'ici là, arranger déjà les choses, on va trouver une autre maison ailleurs. Donc quand on arrive, on n'a même pas fait du bruit. Hein. Quand on est arrivé, on a juste suivi le chef du quartier. Quand on veut quitter de la maison et tout, on va aller et tout. On n'a pas fait du bruit. Le papa a dit que non, allez-y seulement, vous libérez seulement la maison et tout. Lui-même, il sait déjà que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Il sait déjà que vous êtes au courant. Donc n'allez même pas faire le bruit. Allez-y juste. Vous essayez de voir si d'ici là vous pouvez quitter cette concession-là. Et même dans cette concession-là n'est pas bien. Cette concession n'est pas bien. C'est là il revient il revient en arrière en disant à ma mère que tu étais enceinte, puisque maman, sur cette concession-là, maman était enceinte avant la dernière. L'avant-dernière, elle était enceinte, donc maman avait perdu le bébé. Elle avait perdu le bébé à l'hôpital. C'est là où il avait dit à maman que toi, tu as perdu un enfant et tout. Tu ne sais pas que l'enfant là, c'est sur ce terrain-là qu'on t'a fait manger des mauvaises choses dans la spiritualité, dans le vampire. On t'a fait manger un truc et c'est ce qui t'a tué l'enfant. Mais tu ne savais pas. Donc c'est ça. Et il faut quitter ce terrain. Chercher un endroit où aller rester et tout. Donc c'est comme ça que nous sommes venus. On a cherché. Dieu merci, on a trouvé aussi un endroit où rester et tout. On a pris nos choses tranquillement. Nous sommes partis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même souvent le monsieur en question, je le croise. Il est vraiment... Parfois je le croise même en route. Je passe, il est vraiment délaissé, on dirait. Hein, il est devenu même comme un fou. Il est devenu comme un fou, le monsieur en question. Donc on m'a fait les soins et tout. Ça va déjà et tout. Ça allait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur et tout. Ça va. Ça va.
Et je rends grâce à Dieu que vraiment, malgré que je n'étais pas en Christ, mais le Seigneur était là avec moi. Parce que je ne savais pas le jour où si je partais avec cette ceinture, je ne sais pas ce qui devait m'arriver. Peut-être un accident de vent, quelque chose devait arriver. Je ne serais plus là pour raconter cette histoire. Donc, le moral de l'histoire, c'est pourquoi? C'est pour dire que quand nous arrivons quelque part dans un quartier, nous ne sommes pas obligés de familiariser avec tout le monde. Parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Il y a des personnes qui sont là avec des mauvaises intentions. Quand ils vous voient là, vous êtes là, machin, et seul, ils pensent que vous êtes là, vous n'avez pas de parents et tout. Bien comme vous familiarisez avec eux, ils veulent profiter de ça pour faire du n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. Quand on arrive à un endroit, c'est juste bonjour, bonjour. C'est même à la limite même, hein, on s'arrête à bonjour, bonjour, c'est tout. Le reste là, chacun reste chez soi. Donc c'était un peu mon histoire que je vais raconter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vois tous les commentaires, je like, je commente. S'il vous plaît, si je n'ai pas encore répondu à votre commentaire, soyez patient, je vais répondre. Ceux qui envoient les histoires sur WhatsApp, si je n'ai pas encore répondu à votre histoire, sachez que je vais forcément ouvrir votre message, je vais l'écouter et je vais le programmer. Hein? Votre histoire, une histoire. Et je vais la programmer. Merci. Le français là, vraiment, j'ai cru que j'eus la connaissance. Mais le français. Passons. 9e histoire, s'il vous plaît. Bonsoir DMJ, je suis vraiment tes histoires depuis histoire 1. Moi, c'est Madame Bibeke Jacqueline depuis Douala, Cameroun. Je suis vraiment très contente de tout ce que tu fais. Vraiment, ça m'aide aussi. Et je demande aussi à mes enfants et mes petits-fils de suivre ça, ça va les aider. J'ai une petite histoire que je vais raconter qui m'a été racontée par ma cousine depuis Yaoundé, qui avait sa copine, ils travaillent ensemble, mais sa copine avait moins de diplômes et elle en avait plus, elle gagnait un peu plus qu'elle. Mais sa copine était vraiment très élégante, elle était bien dans sa vie donnait bien. Et sa copine s'est approchée et dit que maman, comment toi tu t'en sors? Moi je touche plus que toi. Elle dit non, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me donne les potions pour avoir la chance, pour que les hommes puissent me donner de l'argent, c'est pour ça. Et comme tu sais que quand quelqu'un a toujours l'argent, il veut toujours en avoir plus. C'est comme ça qu'elle a raconté nos marabouts qui lui a dit que non, je peux te donner même plus que ce que tu as là. Hein. Quelqu'un qui pourra même des gens qui pourront te construire même des villas, des immeubles. C'est comme ça qu'elle a dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Le marabout lui a dit qu'il faut que tu cherches un enfant de 12 ans, 12 à 15 ans. Le deuil, tu suis le deuil jusqu'à l'enterrement. Tu viens me dire. C'est comme ça qu'elle a vu, après quelques mois, elle a trouvé un enfant de 12 ans qui est mort quelque part. Elle a suivi le deuil jusqu'à... Elle a dit au marabout a prêté la potion qu'il fallait faire. Elle a suivi pour aller enterrer, lui a dit tu prends ça. À 3 h du matin, là on a enterré, tu pars avec, tu creuses jusqu'en bas, là où on a enterré, là où il y aura le corps en bas, et tu fermes. Elle a fait ça, maman. C'est les ministres que tu voulais voir. Elle sortait, il y avait l'argent, tous les immeubles. Elle sortait même les ministres de Ouagadougou, les ministres du Gabon. Elle te dit que même le père de notre maman, je ne vais pas prononcer son nom, tu vas comprendre, était chez elle. Donc pour comprendre, c'est qu'elle était bien. Elle est même bien puisqu'elle vit toujours. Elle a fait ça. Et maintenant, le résultat de ce combat était que quand le moment est arrivé maintenant, maman DMG, dans sa chambre, elle est partie aux toilettes. Et elle n'aimait jamais que les gens, ça me qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas que les gens n'entrent pas dans sa chambre n'importe comment. Les gens n'entrent pas dans sa chambre n'importe comment. Un jour, elle est partie se laver. En sortant de la joue DMG, elle ne connaissait même pas l'enfant. Hein. Elle trouve cet enfant de 12 ans sur son lit. L'enfant est là, il demande qu'est-ce que tu fais? L'enfant soulève la tête, il regarde, il baisse la tête. L'enfant soulève la tête, il la regarde, il baisse la tête, soulève la regarde. DMG, elle a fini tous les prêtres de Yaoundé qui étaient chez elle pour essayer de chasser l'enfant. Tous les prêtres, rien. Jusqu'aujourd'hui, elle a déjà changé de maison. Elle a abandonné même tous ces immeubles-là. Elle habite maintenant dans une petite maisonnette. Tous les biens, elle est là comme ça. Je ne sais pas où l'enfant là entre. Elle est là, elle monte, elle descend. Mais elle a toujours l'argent, mais elle n'a pas la paix. Voilà le résultat. Tout le conseil qu'elle veut dire aux gens est que vraiment, croyez vraiment en Dieu. Ne partez pas croire au marabout. Tout ce que le marabout donne, il donne avec la main droite et il reprend avec la main gauche. Il donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Donc, ne pas compter sur ça. Comptez seulement sur Dieu parce que ce que Dieu donne est vraiment définitif et gratuit. C'est ce que je voulais raconter comme histoire. Mais je sais que ça serait raconté. Merci. Je vous salue tous. Merci beaucoup pour l'histoire.
Maintenant, on passe à la 10e histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Je vous prie de partager, de liker parce que cette émission c'est pour sensibiliser. Donc si tu gardes ça pour toi vraiment, faut partager avec beaucoup d'amis. Bon, ici je vais raconter une histoire de mon mari que nous avons vécu en 2015. Bon, nous vivons à Douala et heureusement, il a eu un travail. Je ne vais pas donner le nom de la société. C'est comme ça, il travaillait, il gravait les échelons de presque chaque année, ce qui était normal vu son niveau d'études et ses compétences. Un jour, bon, il faut noter qu'il a commencé le travail dans l'entreprise. On l'avait affecté à Yaoundé. Et puis, une année après, on l'a affecté à Douala. Il occupait un poste de responsabilité. Donc, il travaillait, je veux dire, il avait peut-être 11 éléments qui travaillaient sur eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne vais pas dire le poste qu'il occupait, non. Parce que ce qui est sûr, on va un peu, si je lui donne le poste, on risque de le reconnaître et tout. Bon, c'est comme ça qu'un jour, quand il avait oublié un document à la maison, il m'appelle, il me dit, chérie, viens à l'entreprise avec tel document. Je prends la moto d'un Ben Skinner. Quand je m'arrête là, il me demande, madame, tu as qui dans cette entreprise qui travaille là? Je dis, pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, parce que lui, il a travaillé là et il a failli perdre sa vie. Il me dit, c'est une longue histoire. Donc, présentement, il préfère faire la moto comme ça que de travailler dans cette société. Il dit, comment ça? Il me dit que sache que... Il me demande, ton mari occupe quel poste? Je lui dis. Il me dit, ah, donc ton mari a ce poste-là. Sache que ton mari, il n'a pas longtemps à travailler là. Si il est entré par la tête, sache qu'il va sortir par les pieds. Je suis d'abord inquiète. Ça m'a beaucoup intrigué, beaucoup même. Et il me dit que lui, il n'était qu'un simple tâcheron. Donc, genre, à l'usine, il y a les gens qui travaillent pour les fabrications des produits et tout et tout. Donc, il était là. Il dit que moi, un simple tâcheron, on a failli finir avec ma vie. Imagine ton mari au placé où il travaille là. Non. Soit ton mari, s'il ne met pas la main, il va sortir avec les pieds. Le soir, je rentre, je dis ça à mon mari, il dit que quand je suis passée à l'entreprise de donner le document, là, voilà ce que quelqu'un m'a dit sur la moto. Il me dit que les gens bluffent, tout ça là, tout. Et déjà, il faut noter, mon mari ne croyait déjà pas à la sorcellerie. Il ne croyait pas à la sorcellerie. Et il était aussi, bon, c'est vrai que il comprenait beaucoup d'histoires, mais il ne s'accrochait pas, il ne s'attardait pas à ça. Un jour, il vient me dire, il y a un de ces éléments qui est décédé. Il dit, décédé, il avait quoi? Il me dit qu'on est parti, on dit que c'est la tuberculose et tout. Voilà. On était tous attristés que, ouais, comment un truc comme ça arrivé. 3 mois plus tard, un de ces éléments encore, dans l'entité où il travaillait, commence la maladie. Il commence, il tousse. Il part à l'hôpital, on fait des examens, rien. Après, on a donné un congé de maladie à ce garçon, presque 2 mois. Quand ces congés de maladie sont finis, il revient voir mon mari. Il dit à mon mari que vraiment, hein, je vais te montrer quelque chose. Il me dit, voilà, quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'avais la tuberculose. Mais en réalité, je n'avais pas la tuberculose. On m'avait lancé le poil de la panthère. Il ouvre son téléphone, il dit que voilà ce qu'on a retiré. Il ouvre son téléphone, il montre, c'était un truc bizarre avec la chair. Mon mari dit non, il ne faut pas souvent montrer les choses comme ça aux gens. Parce que vraiment, les trucs qu'on grammatise en Afrique, donc tu penses que la tuberculose, quelqu'un ne peut pas avoir naturellement la tuberculose. Vous passez toujours le temps à grammatiser les choses. Si tu avais la tuberculose et peut-être... Bon, le gars maintenant, il a dit que lui, il venait juste montrer cela à mon mari. Parce qu'il ne comptait plus travailler. Parce que comme on avait
enlever le poids de la parenthèse, ça avait laissé beaucoup de séquelles. Donc, il était question qu'il aille maintenant à l'hôpital se faire soigner pour 9 mois. Parce qu'entre-temps, les examens montraient quand même la tuberculose. Mais en réalité, c'était le poids de la parenthèse qu'on l'avait lancé. Mon mari, en fait, il a chassé, que non, pas avec. Étant furieux que, mais, tu vois, parce que c'était mon mari, dit que c'était désagréable, c'était pas beau à voir. Mon mari dit que moi, les images comme ça, moi, je n'aime pas qu'on me montre et vous grammatisez toujours tout. Tout en Afrique, vous grammatisez. C'est comme ça que vous dramatisez. C'est comme ça que le gars est parti. Il a pris ses affaires parce que ce jour-là, il venait juste de prendre ses affaires et tout. Et comme il devait déjà faire 9 mois à l'hôpital, que c'était déjà écrit, c'est comme ça que l'entreprise en fait lui est renvoyé. Les renvoyé autant pour moi. C'est comme ça qu'il part. Quelque temps après, mon mari commence, il a mal à la tête. Peut-être 6 mois après. Pas jusqu'à 6 mois quand même, 4 mois. Mon mari commence de temps en temps, il a mal à la tête. Il a le nez qui coule, il sent comme si... Il part à l'hôpital, on dit que bon, c'est une sinusite. Ça n'allait pas. Quelque temps après, il sera encore à l'hôpital général. On dit qu'il a une insuffisance. C'est une pulmonie en fait. On dit qu'il a une pulmonie. Voilà. On reste, ça ne s'améliore pas. Après, la toux s'intensifie, la toux. C'est comme ça qu'il part à la polyclinique d'Aqua. À la polyclinique d'Aqua, on dit qu'il a la tuberculose. Quand il est rentré, il m'a d'abord dit qu'il a la tuberculose. Je vous jure, quelque chose est passé dans moi. Donc, comme si, je ne sais pas, on t'annonce une nouvelle. Parce que je me rappelle ce qui venait dans ma tête. Il y a un de ses collègues qui était mort de la tuberculose. Il était rentré midi. Il y a l'autre collègue qui était venu lui dire que voilà, il a eu la tuberculose, mais en réalité, c'était le poil de la parenthèse. Voilà. Donc, quelque chose est passé dans ma tête. Mon mari, comme il ne croit pas au mystique, vraiment, il ne croit pas au mystique. Donc, il s'est dit que bon, comme c'est la tuberculose, c'est qu'on va soigner naturellement. C'est comme ça qu'il part à la polyclinique. On dit, bon, on ne peut pas t'interner parce que voilà, comme ce sont les débuts, on va te donner les médicaments, tu vas boire et après ça, on verra par la suite. Je vous assure, mon mari, il prenait parce que tous les matins, je veillais à ce qu'il prenait ses médicaments. J'ai dit, c'était des gros médicaments, je ne sais pas quelle grosseur je peux vous dire. Des gros, il prenait tous les matins. Et je vais rappeler par la suite, mon mari, j'avais l'impression qu'il perdait 1 kilo par jour. En 2 mois, mon mari a perdu 15 kilos. Plus même parce qu'il n'avait plus que de lâcher. Donc, il maigrissait à la vitesse de la lumière. Il s'affaiblissait. C'est comme ça que l'entreprise, bon, il avait pris des congés maladie à l'entreprise pour 3 mois. C'est comme ça qu'il a suivi son traitement pour 2 mois en fait. Il a suivi 2 mois de traitement à la maison. Il prenait les remèdes à la polyclinique et tout. Après les 2 mois passés, il rentre à la polyclinique. D'accord. Le médecin, c'était une femme, lui dit. Elle fait les examens pour voir l'évolution de la maladie et tout. Elle s'exclame. Elle me dit, mais toi, tu es un cadavre ambulant. Elle dit ça terre à terre à mon mari. Que tu es un cadavre ambulant. Depuis que j'exerce ici, je n'ai jamais fait ce traitement de 2 mois à un patient. Au lieu que ta maladie recule d'1 centime, ça avance de 20 centimes. Donc ta maladie est à un niveau que elle-même, elle est sans voix. C'est plus à son niveau. Seigneur, quand il est rentré, il me dit ça. Je me suis mise à pleurer. On a pleuré comme si c'était le deuil. Pour moi, je savais que mon mari était mort. Mon mari était mort. Je savais cela. C'est comme ça que on dit non, il faut qu'il aille plutôt à Yaoundé. Je suis l'hôpital de Yaoundé, au centre Jamon de Yaoundé pour continuer le traitement. Elle dit même que le centre Jamon est petit pour lui. Qu'on va plutôt l'envoyer à l'extérieur. Il y a un pays en Afrique qui est spécialisé il y a une clinique dans un pays africain qui est spécialisé pour les trucs, les infections, la tuberculose et tout ça. Elle dit à mon mari que moi je vois que c'est par là-bas qu'on peut te soigner parce qu'ici au Cameroun,
Je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose pour toi. Ta maladie a tellement avancé en 2 mois que je suis sans voix. C'est comme ça. Entre-temps, on n'avait même pas fait allusion au mystique. Et je vais rappeler que mon mari, il toussait, il crachait du sang. En soirée, quand il dormait comme ça, le matin, je portais presque un seau de 5 litres rempli de crachats, de sang. Je dis le sang, parfois ça sortait comme des boules. Ça sortait comme des grosses boules. Il ne mangeait pas. Même s'il faisait l'effort de manger, comment il ne pouvait pas prendre 2 cuillerées. Il avait perdu l'appétit et il toussait du sang. Il crachait du sang. C'est comme ça. On n'a même pas fait allusion au mystique. Nous, on se disait toujours que non, c'est l'hôpital. C'est comme ça. Bon, la dame l'a dit pour commencer, on va commencer le traitement par Yaoundé. Si après 2 mois, 3 mois, ça ne finit pas, on va t'évacuer dans un centre africain. Moi, je ne connais plus le pays. C'est comme ça qu'il se rend à Yaoundé. La première nuit qu'il est à l'hôpital, il y a un de ses amis qui l'appelle. Un de ses amis d'enfance. Il me dit il demande comment tu es où. Le gars dit que je suis à l'hôpital. Il dit, tu fais quoi à l'hôpital? Il dit, voilà, je suis malade, voilà. Et je vais rappeler que ça faisait déjà 1 an qu'il était menacé. Donc quand il part à l'hôpital de Yaoundé, là, ça faisait déjà 1 an qu'il était menacé. Donc le gars lui dit que, gars, ta maladie, c'est pas une maladie de l'hôpital. Il dit, mais comment ça? Il dit, je te dis, si tu te soignes 2 mois là-bas, sache que c'est ton corps qui va rentrer. Parce que ce n'est pas l'hôpital qui peut te soigner. Il était déjà interné. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gars dit parce que le gars dit sa mère était, on appelle ça au Cameroun, Ménissi. Et comme c'était son ami d'enfance, un jour dans son sommeil, elle voit que mon mari est en train, qu'on lui a donné le poil de la panthère. Ça, c'est un poison très, très mortel en Afrique, pour ceux qui connaissent ça. C'est très, très, quand on te donne ça, vraiment, tu meurs à petit feu. Et quand tu meurs, tu es comme un squelette parce que ça te suce, ça te boit. Elle rêve donc qu'on a donné le poil de la panthère à mon mari. C'est comme ça que elle voyait dans ses rêves mon mari tellement amaigri, chétif, un gars qui avait ses 85-90 kilos. Je vous dis, il ne pesait même plus 50 kilos. Il était comme, je sais pas. Donc, elle ne savait même pas que mon mari était malade. La mère de son ami là, en fait. Elle ne savait pas que mon mari était malade. Elle a appelé son fils. Elle a demandé que, est-ce que ton ami, comme ça, quand vous étiez petit, parce qu'ils ont fréquenté ensemble jusqu'à la licence, comme ça, est-ce qu'il va bien? Il dit, bon, je sais pas, mais aux dernières nouvelles, il ne se sentait pas quand même bien parce que ça fait quelques mois, j'ai plus de ces nouvelles. Elle dit, appelle ton ami. Appelle ton ami, tu demandes s'il va bien. S'il te dit qu'il ne va pas bien, qu'il sache que c'est le poil de la panthère qu'on a lancé. C'est comme ça qu'il appelle donc mon mari. Il dit que bon, qu'est-ce que tu es où? Mon mari dit qu'il est à l'hôpital. Il dit que ok, voilà ce qu'on m'a dit. Sache que ta maladie, c'est pas une maladie de l'hôpital. Mon mari commence à paniquer, il m'appelle. Il me dit voilà ce qu'on me dit. Il dit que mais rappelle-toi, il y a ton ami, ton collègue qui était à l'entreprise. Il était venu te dire qu'il avait la tuberculose. Et il t'a dit par la suite que ce n'était pas la tuberculose, donc c'était le poil de la panthère. Mais à l'hôpital, on voit la tuberculose. Pour que tu passes le temps à traiter la tuberculose, après tu meurs, on te dit que bon, c'est la tuberculose qui t'a tué. Oh, alors que c'est le poil de la panthère en fait. C'est comme ça que il appelle dans son collègue là, il fouille dans son répertoire jusqu'à il retrouve le numéro de son collègue là. Il appelle son collègue, il dit man, tu es où? Il dit que moi je t'avais dit que moi je partais à l'hôpital, moi je suis à Bamenda, je suis en train de me traiter. Il dit que gars, pardon, explique-moi encore bien ta maladie, comme ça, que tu, comme ça là. C'est comme ça qu'il dit que voilà, je toussais, ça sortait du sang, voilà. Je suis allé chez un père à Bafang. C'est le père là qui m'a retiré le poil de la panthère. Et depuis là, je veux te dire que je vais déjà bien. Je saute déjà comme la tisse. Ma forme est revenue et tout. Parce que il y a de cela peut-être 3-4 mois, je mourrais. Parce que même soulever un seau de 5 litres, je n'arrivais pas. Et comme ça, mon mari se voit le tout dans la description de son ami.
Parce que mon mari, même 1 litre d'eau, il ne pouvait pas tenir à la main. Il était tellement faible. Même pour marcher, il fallait qu'on tienne mon mari parce qu'il n'avait même plus l'équilibre. Donc mon mari se revoit net dans la maladie de son ami là. Il dit merde. C'est comme ça, mon mari, il appelle sa mère, il l'explique. Sa mère dit que tu ne dors pas à l'hôpital aujourd'hui. Crée un motif, tu te lèves, on se prend à bas-fin parce que sa mère est au village. C'est comme ça, la nuit là, il est seulement parti comme un bandit parce que quand tu es interné à l'hôpital, tu ne vas pas te lever comme ça. Il a fait un plan avec certaines des infirmières là. Il a expliqué au moins c'est un peu la situation et tout. Elles ont dit, ah, ok, bon, on peut quand même t'accorder une journée si tu peux faire un aller-retour et tu reviens. Il est donc parti à Bafang. Quand il arrive, le monsieur l'a retiré. Mon mari a filmé, il m'a envoyé. Je vous assure, c'était le poumon. Donc tu vois la chair, la viande. Comment il y a un truc comme une plante, comme une herbe qu'on a plantée, au moment de déraciner, ça sort avec la terre. Donc, mon mari, quand ça sortait, le produit de la plante la sortait, ça arrache une partie de son poumon jusqu'à, tu vois, la viande comme ça, là, avec les petites racines, comme un arbre qu'on a planté dans son poumon. Il dit l'arbre, comme l'arbre qu'on a planté dans son poumon. C'est comme ça, il filme, il m'envoie. Il me dit, chérie, je suis guérie. Je dis, comment ça? Il me dit, toute cette fatigue, tout ce poids que j'avais en moi, je n'ai plus. Je peux cultiver tout un champ. C'est comme ça, comme il y est arrivé la nuit, on a retiré ça la nuit. Le matin, avant de se rendre à Yaoundé pour continuer son traitement, il a donc appelé, en fait, il est parti au champ avec son père. Il a cultivé jusqu'à... Quand il m'appelle, il me dit qu'il est en train de cultiver, il dit que mais toi tu ne pouvais même pas tenir tu pouvais même pas tenir 1 litre d'eau. Tu me dis, il prend les photos, il prend les vidéos, comme il est en train de taper les trucs au champ. Je regarde, je suis comme dépassée. Je dis mon Dieu. Il me dit que vraiment il est guéri. Quand il rentre à l'hôpital, puisque quand il était entré, on a fait le test parce que c'est par niveau, la tuberculose c'était par niveau. Lui il était au sommet. Après 1 mois de traitement, on fait son test, on constate, même le médecin dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu quittes du sommet pour descendre au plus bas niveau. Moi je ne comprends pas. Maintenant lui, on ne lui mettait plus dans la salle des tuberculeux. Après 1 mois de traitement, parce que même le médecin dit que c'est un mystère, lui il ne comprend rien. Parce que pour qu'il soit au niveau où les examens montrent là, il faut au moins 6 mois de traitement pour qu'il soit à ce niveau. Mais lui, en 1 mois, il est descendu au plus bas niveau. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'on enlève donc mon mari dans la salle des tuberculeux. On le met donc dans une autre salle parce que les examens montraient que son poumon était beaucoup touché. C'était vraiment endommagé. Donc, il fallait qu'on soigne les blessures de son poumon. C'est comme ça, à partir de ce jour, mon mari a commencé à croire au mystique. Donc, quand tu parles des choses mystiques, il est attentionné, il comprend. Parce que parfois, il y a des choses que tu écoutes, tu ne crois pas. Mais c'est quand ça t'arrive que tu crois. Donc, pour dire aux gens, quand vous travaillez dans une entreprise, il y a déjà des morts, un genre. Si tu pries un Dieu, tu pries ton Dieu. Si tu pars chez le marabout, tu pars chez le marabout pour parfois te blinder, je ne sais pas. Parce que vraiment, les entreprises aujourd'hui, certains patrons prennent les employés pour agrandir leur richesse. C'est ce qui arrive en Afrique, malheureusement. On va faire comment? Donc, il faut être aux aguets. Parce que si mon mari, je pense que si son collègue là n'était pas venu lui dire ce jour que voici le poids de la panthère et tout, et où la mère de son ami ne l'avait pas appelé pour dire que voilà, on devait se mettre toujours à soigner la tuberculose, car il devait rendre l'âme comme l'un de ses collègues. Parce qu'après lui-même, je tiens à rappeler qu'après lui, il y a un de ses collègues, il y a pas dans l'entreprise, il y a une personne qui est toujours morte de la tuberculose. Donc, je ne sais pas, bon, parce que mon mari, depuis, il travaille pour là-bas, je ne sais pas combien de personnes après ça sont mortes de cette maladie. Donc, c'est quelque chose qu'on lance, on cache derrière, on dit la tuberculose. Donc, je vais vraiment sensibiliser les gens. Il faut vraiment prier Dieu. Parce que dans la vie, si tu n'es pas avec Dieu, il faut être avec le marabout. Si tu es neutre, on va te manger. C'est qui est sûr, on va te manger. Et voilà, c'était la dernière histoire. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire.
Et voilà, on se retrouve pour ceux qui ont des interventions en private. Sur le numéro WhatsApp, écrivez là-bas, je vais répondre à tous vos... je vais répondre à toutes vos questions. Et on va essayer de voir aussi vos idées, comment ça fonctionne. Si vous voyez comment vous pouvez contribuer à distance. Je ne parle pas seulement d'argent aussi, je parle aussi des idées, de voir comment aussi apporter votre soutien. Comme ça, on va améliorer la qualité de la production. C'est très important. Parce qu'on essaie de faire des choses différemment. On ne peut pas faire des choses comme tout le monde. Hein. Il ne suffit pas de prendre une caméra, de prendre un ordinateur, de mettre devant soi et parler. Il faut que ce soit bon. Ça doit pouvoir passer partout. Que même les parents, les jeunes puissent regarder sans avoir mal aux yeux, sans avoir de problème d'audition. Il faut qu'on améliore tout ça. C'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour tous ceux qui viennent aussi et qui viendront rejoindre la famille DMG TV. Donc on est ensemble. Rendez-vous demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Je commence à faire comme un présentateur télé, c'est la magie. Hein. Mais ne me tuez pas, pardon, je n'ai pas le... Bon, demain.